Bonjour et bienvenue dans notre podcast Voix de la Méditerranée. Aujourd'hui, on s'intéresse à un ouvrage un peu particulier, Apologie de Michel Maffesoli. C'est plus qu'un livre théorique, c'est une sorte d'autoportrait intellectuel. Oui, c'est ça. Il revient sur son parcours, sa pensée. Une pensée qu'il qualifie lui-même de pensée de travers, hein. Exactement, de travers. C'est un terme qu'il revendique. Il se place volontairement en marge, en décalage par rapport au courant dominant, surtout dans le monde universitaire. D'accord. Et donc notre exploration aujourd'hui, ça va être de comprendre un peu pourquoi. Pourquoi ce positionnement? Et quelles sont les idées fortes qu'il met en avant dans ce livre? Alors, pour commencer, il y a cette anecdote qu'il aime bien raconter sur sa mère. Ah oui. En patois languedocien, elle lui disait souvent « Sabès que tu ». Toi, alors? Voilà. Toi, alors, c'était un peu un reproche, mais tenté d'admiration quand il faisait ou disait quelque chose de pas conventionnel. Et il y voit l'origine de son propre refus du conformisme. C'est intéressant comme lien. Il lie ça aussi à ce qu'il appelle l'esprit du Sud. Oui, l'esprit du Sud. Alors, attention, c'est pas du folklore pour lui. C'est une manière d'être faite de ruses, d'ajustements permanents, la combinazione, le système D, quoi. Une intelligence pratique, en somme. C'est ça, une intelligence du concret, de la situation, très loin du conformisme logique qu'il reproche un peu à l'intelligentsia parisienne, disons. D'accord. Donc ce positionnement de travers, c'est pas juste une façade, c'est plus profond. Ah ben oui, c'est vraiment une démarche intellectuelle. Il est très critique envers ce qu'il nomme le barbarois. Le barbarois. Oui, ce jargon un peu abscon des spécialistes qui, selon lui, coupe les intellectuels de la sagesse populaire, de la vie quotidienne, de sa richesse. Et lui, il préfère quoi alors? Il préfère ce qu'il appelle coagitaire, faire agir ensemble, faire dialoguer des idées différentes, même hétérodoxes, qui viennent d'horizons variés. Il refuse le système bien carré, quoi. Tout à fait. Il revendique une pensée qui n'est pas systématique, qui peut sembler parfois un peu ésotérique ou du moins moins balisée. Ce qui a dû lui attirer quelques critiques dans le milieu universitaire. Oui, ça a pu irriter, c'est sûr. Il se rapproche volontiers de figures comme Hannah Arendt, qui disait « I don't fit ». Je ne rentre pas dans les cases. Exactement. Il refuse d'être catalogué, enfermé dans une discipline, une école de pensée. C'est cette liberté qu'il revendique. Bon, alors, venons-en justement au grand thème qu'il explore dans cette apologie. L'idée de postmodernité, elle revient souvent. Oui, c'est central chez lui. Mais attention, pour Maffesoli, la postmodernité, c'est pas juste ce qui vient après la modernité. C'est plus complexe. C'est-à-dire, C'est plutôt une saturation de la modernité. Un moment où les grands idéaux modernes comme le progrès linéaire, la raison toute puissante, ils montrent leurs limites, ils s'épuisent un peu. et qu'est-ce qui émerge alors, selon lui? Ce qu'il appelle l'archaïque. L'archaïque? Ça fait un peu peur, dit comme ça, un retour en arrière. Non, non, pas du tout un retour en arrière. L'archaïque, pour lui, ce sont ces dimensions fondamentales de l'humain que la modernité avait essayé de mettre de côté, de refouler. Comme quoi, par exemple? L'importance du sensible, de l'émotion, du lien social communautaire, son fameux temps des tribus, c'est lié à ça. Le besoin de sacré aussi, le rapport au corps. D'accord, je vois. Et ça rejoint sa critique du rationalisme, j'imagine. Tout à fait. Il s'oppose assez frontalement à cette domination d'une raison purement logique, matérialiste, qu'il voit comme un héritage un peu pesant des Lumières et surtout du 19e siècle. Et il propose quoi à la place? Il défend ce qu'il appelle la raison sensible. La raison sensible. Oui, une intelligence qui n'exclut pas l'essence, l'expérience vécue, le corps, l'intuition. Il aime bien citer Thomas d'Aquin là-dessus. Ah oui, Rien n'est dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. Pour lui, c'est fondamental. La connaissance passe d'abord par l'expérience sensible, par le corps. c'est pour ça qu'il insiste tant sur le quotidien, sur l'imaginaire. Exactement. Pour Maffesoli, le quotidien, c'est pas du tout anodin. C'est là que ça se passe, l'essentiel. Et l'imaginaire collectif, les mythes, les rituels, même les plus simples, tout ça participe à un réenchantement du monde. Contrairement au fameux désenchantement de Max Weber. Voilà, il prend le contre-pied. Il parle aussi beaucoup d'incarnation, l'unité corps-esprit, et de la nécessité d'accepter notre finitude, notre condition mortelle, ne pas la nier. On sent bien que Apologie n'est pas une lecture de plage, hein. C'est dense. Ça oui, c'est dense. C'est truffé de références à Heidegger, Durand, Simmel, Schmitt, Baudrillard, Thomas d'Aquin et tant d'autres. Ça mêle des anecdotes personnelles, de la philo, de la socio. Ça demande un certain effort, un engagement du lecteur. Oui, clairement. Maffesoli ne mâche pas le travail. Il s'adresse, comme il le dit lui-même parfois, à des initiés
ou en tout cas à un public averti. C'est-à-dire? C'est-à-dire un lectorat qui est prêt à suivre un cheminement parfois complexe, pas toujours linéaire, qui accepte les paradoxes et qui est surtout prêt à questionner les évidences, les idées reçues. Et pour finir, s'il y avait une idée un peu saillante, peut-être un peu provocatrice, à retenir de cette exploration? Je retiendrai peut-être son concept de nouveau Moyen-Âge. Encore une idée qui peut surprendre. Oui, mais attention, encore une fois, il ne parle pas d'un retour en arrière aux temps obscurs, hein. C'est plus subtil. C'est l'idée que, sous la surface de notre modernité, avancée ou post-modernité, on voit ressurgir des logiques qui étaient peut-être plus présentes au Moyen-Âge. Quelle logique, par exemple? L'importance des communautés, des réseaux, ces tribus postmodernes. Un certain retour du spirituel, sous des formes très diverses. Une vision du temps peut-être moins linéaire, plus cyclique. Il appelle ça la centralité souterraine. La centralité souterraine. Oui, ces forces profondes, un peu cachées, qui continuent d'influencer notre époque, même si elles ne sont pas toujours visibles ou reconnues par les discours dominants. En gros, c'est une invitation à regarder au-delà des apparences. Une invitation à penser de travers, finalement. C'est un peu ça, oui. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.